Bon, eh bien, je crois que nous allons pouvoir commencer. Alors, merci à tous d'être venus. On est finalement nombreux pour cette réunion. C'est assez symptomatique de tout l'intérêt de ces questions-là, tout l'intérêt de ces questions-là relatives au racisme et aux lois qui permettent de lutter contre le racisme. Je remercie bien évidemment Alain Vidalis, qui est ministre chargé des relations avec le Parlement, d'être présent. Et Pierre Meyrat, qui est coprésident du MRAP, et donc qui est aussi d'ailleurs par ailleurs l'avocat du MRAP dans pas mal de procès en cours ou passés. Alors, cette réunion est importante. Elle est importante parce qu'il y a 40 ans, en 1972, la France est dotée de la première loi antiraciste de la République. C'était un événement extrêmement important. Et donc 27 ans après la fin de la dernière guerre mondiale, il a fallu 27 ans pour qu'effectivement nous nous dotions d'une loi, après ce drame de l'histoire des années passées, dans les années de la guerre, qui avait vu les idées, et on avait vu à cette occasion-là, à quoi pouvaient conduire les idées racistes dans un pays. Quand on laisse librement s'exprimer le racisme, ça aboutit inévitablement à des drames comme ceux auxquels on a pu assister pendant la guerre mondiale. Donc cette loi s'inscrivait dans cette histoire. Alors, il y a trois raisons qui ont déterminé pour nous l'organisation de cette soirée. La première, c'est donc une raison historique que je viens de rappeler, qui explique donc cette réunion. Et cette loi de 72, le MRAP a joué un grand rôle pour cette loi de 72. Pierre aura l'occasion, Pierre qui est coprésident du MRAP, aura l'occasion de vous le rappeler. Le MRAP s'est investi en tant qu'association pour que cette association voie le jour, il vous l'expliquera. Mais cette association, cette loi a donc été aussi la rencontre entre les associations comme la nôtre et un corps politique, qui était le Parlement, qui était le gouvernement d'alors. Et effectivement, il y a eu un va-et-vient entre les associations et les pouvoirs publics pour l'adoption de cette loi. Alors, même si les associations peuvent avoir, à certains moments, y compris actuellement, des désaccords avec les gouvernants sur la politique d'immigration, il y en a même actuellement, je crois que M. le ministre le sait, Alain Vidalis le sait, il peut y en avoir sur la question des Roms, sur les rythmes de certaines lois, etc. Mais il y a aussi un socle commun entre les pouvoirs publics, les députés, les gouvernements et les associations. Ce socle commun, eh bien, c'est par exemple la loi de 72. Je pense que, et si nous avons ce soir souhaité qu'Alain Vidalis soit là, c'est justement parce qu'au fil du temps, depuis cette époque où les associations comme la nôtre ont collaboré avec le gouvernement en place pour l'adoption de la loi, eh bien, il y a un peu le prolongement avec les gouvernements d'aujourd'hui. Et je crois qu'Alain Vidalis est là pour nous faire passer ce message sur, effectivement, tout ce socle commun que nous avons ensemble, associations et pouvoirs publics. Alors, nous avons aussi organisé cette soirée parce qu'il y a une particularité dans ce département, c'est que le MRAP s'est doté d'une permanence quotidienne qui permet au public concerné et confronté aux problèmes de racisme et de discrimination de s'adresser à nous. Une permanence ouverte tous les jours. Je crois que c'est un peu une originalité de notre association. Et pour vous donner les chiffres, nous recevons ici 2000 visites par an dans notre permanence. Ce qui est quand même extrêmement révélateur de problèmes que peuvent rencontrer les gens. Et nous sommes là pour les aider, y compris donc des problèmes de racisme. C'est ainsi que nous avons été, et ça remonte à loin déjà, mais assez révélateur, nous avions été à l'époque, suite à une agression une nuit de Noël d'un de nos amis au Sine El Jari, agressé, un jeune Marocain à l'époque, agressé dans les rues de Mont-de-Marsan. Il y avait eu procès. Nous avons aussi agi lorsque un dirigeant tenait des propos racistes contre un jeune homme africain sur un stade. Nous avons donc, y compris, été en justice lorsqu'une jeune fille de Mont-de-Marsan, lorsqu'une jeune fille de... Ah oui, donc j'ai la voix qui porte heureusement, mais je vais rapprocher le micro. Lorsqu'une jeune fille de Mont-de-Marsan s'était fait agresser suite à un incident sur la route, agressé par une automobiliste en des termes racistes, à chaque fois, nous sommes là. Et la permanence est là pour cela. Et cette permanence s'appuie justement sur la loi de 72. Donc tout l'intérêt, effectivement, de ces lois de la République pour aider à protéger les populations concernées. Donc voilà pourquoi Pierre Meyrat est là ce soir pour nous parler aussi de cette expérience du MRAP, de rapport à la loi de 72 et son adoption et ses prolongements aujourd'hui, et Alain Vidalis pour effectivement cet aspect parlementaire, cet aspect législatif aussi, et tout le rôle que peut jouer un gouvernement aussi dans la lutte contre le racisme.
en rapport avec ces lois. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Alain Pidalis qui va nous donner effectivement son aperçu sur cette loi de 72 et le rôle qu'elle joue dans la République aujourd'hui. Alain, je te donne la parole. Commencer par une bêtise. Bien, merci de m'accueillir. Moi, je suis évidemment très heureux de participer ici à ce débat, comme on dit en termes linguistiques en plus. C'est agréable ces moments où on joue à domicile, donc je retrouve ici plus que des amis, des visages connus dans toute la salle. Je veux dire évidemment un salut particulier à Gérard. Je crois que le MRAP des Landes, ce qui est fait ici depuis des années, sur le plan militant exemplaire et dans les bons et dans les mauvais moments, la constance et la détermination que les militants du MRAP de ce département ont mis dans ces combats pour des valeurs progressistes, reste quand même très impressionnant. Je suis heureux d'être aux côtés de Pierre Mira pour cette conférence. Vous avez choisi, et vous avez eu raison, de parler de la loi de 1960. C'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, cette loi était portée par un homme qui s'appelait René Pleven, qui était quelqu'un qui était un gaulliste issu de la France libre, quelqu'un qui était garde des Sceaux, proche de Chaban-Delmas, et qui a donné son nom à cette loi, la première grande loi sur le racisme. Les choses n'étaient pas, à l'époque, évidentes. Elles n'étaient pas évidentes, pas simplement sur le plan politique. Elles l'étaient aussi sur le plan éthique. Pourquoi? Parce que la question qui était posée dans tous les débats avant la loi, c'était la question qui mérite d'être posée, et qui est légitime, du rapport entre la répression et la liberté d'expression. Parce que dès lors que vous allez réprimer une idée, une expression, c'est au nom de la liberté d'expression et qu'il y avait des hésitations, au fond, à légiférer sur cette question. Chacun connaît la formule d'Éluard sur la liberté chérie. Et c'est d'ailleurs assez souvent rappelé, y compris par la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fait, je le cite, que la liberté vaut non seulement pour les informations ou des idées accueillies avec faveur et considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de société démocratique. C'est avec ces principes-là que certains, on va voir qu'ils confondaient beaucoup de choses, que certains s'opposaient au fond, ou dans le débat, à ce que les choses évoluent. Et évidemment, le débat a été mal posé. Ce n'est pas une question qui peut être comparée à celle de la liberté d'expression. C'est une formule qui est souvent rappelée par le MRAP, par tous ceux qui interviennent dans ce type de procédure, mais le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et le débat, évidemment, est clos par cette appréciation. Il faut qu'il y ait une justice. Lorsque Dieudonné développe une propagande antisémite en s'abritant derrière le faux-nez de l'humoriste, soit il y a une justice privée, c'est pas notre vocation républicaine, soit il faut qu'il y ait une loi pour réprimer de tels agissements. Lorsque sur un terrain de foot, des joueurs, encore aujourd'hui, sont accueillis avec des cris de singe, il faut qu'il y ait un cadre législatif pour mettre fin à des démarches aussi intolérables. Lorsque un
jeune sonneur breton. Vous savez, les gens qui jouent de la musique avec ces instruments qui pour nous sont étranges peut-être, gagne le meilleur concours de la bombarde en Bretagne, en France. Je ne vous parle pas de choses qui se passent ailleurs. Eh bien, il est, au moment de la remise des prix, injurié et discriminé par des groupuscules extrémistes locaux, tout simplement parce que ce meilleur joueur de bombarde est de droit, les Bretons. Et donc, cette grande loi, elle répond à ces événements-là. Et c'est une grande loi républicaine. Avant 1972, il y a eu beaucoup de tentatives, de débats. Je passe rapidement, mais il y avait des propositions de loi, je vais citer des hommes qui appartiennent au passé parlementaire, mais qui ont joué, qui étaient essentiellement des hommes de gauche, Gaston Defferre, Pierre Cotte, Robert Ballanger, qui était un responsable communiste. À l'Assemblée nationale, il y avait plusieurs propositions de loi qui avaient été déposées, mais aussi tout ce qu'on appelait la mouvance radicale de l'époque, républicaine, au Sénat, autour de Gaston Monod. Le débat s'est engagé le 7 juin 1972 à l'Assemblée nationale, porté par René Pleven. Il y avait beaucoup de monde, je suis allé voir les archives. Il y avait beaucoup de monde dans cette séance. Et la phrase, le début de l'intervention de René Pleven, dont je vous ai dit tout à l'heure quel était son parcours, en le revisant, je me suis dit que la meilleure chose que je pouvais faire, c'était de partager ces mots avec vous pour expliquer quelle était la démarche à partir du parcours de cet homme. Je cite: « La France a trop souffert au jour sombre de l'occupation des théories et des pratiques racistes pour qu'un débat sur un tel thème puisse être dans cette assemblée un débat partisan. La discrimination ou l'injure raciale sont particulièrement insupportables lorsqu'ils prennent pour cible des hommes ou des femmes originaires de pays dont les citoyens étaient naguère rassemblés sous le drapeau de la République et dont les pères ou les frères au cours des deux guerres ont combattu et versé le sang pour la libération de notre patrie. » Le texte de loi a été voté à l'unanimité. Et vous voyez bien cette approche qui n'est plus dans nos têtes aujourd'hui, qui n'est plus forcément d'actualité, mais qui pour ces hommes était extrêmement importante. Les Pleven, ces gens-là étaient des hommes plutôt de droite, mais il y avait l'histoire de la France. Il y avait eu l'histoire du pétainisme, il y avait eu l'histoire de la libération. Et ceux-là qui avaient finalement été à l'origine du rassemblement de la France à la libération, et qui avaient vu tous ces hommes venus de la France, de tous les territoires qui étaient sous la responsabilité de la France, se battre, mourir pour la liberté de la France, et qui, parce que on arrivait au moment où il continuait à y avoir ces expressions auxquelles revenaient dans le débat, parce qu'il y a eu des moments où elles ont été plus ou moins fortes, alors ils ont porté ce message aussi fort finalement que d'autres, pour des raisons peut-être plus différentes sur le plan idéologique. Cette loi a été votée à l'unanimité, elle est une fierté collective pour la République il y a 40 ans. C'est une loi qui prend pour cadre, je vais essayer de ne pas donner trop de détails qui sont trop juridiques, mais quand même, la loi de 1881, c'est-à-dire la loi sur la presse, et qui donc introduit dans la loi en 1972 la provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur